nous, à la file, c'est de 5 ans jusqu'à 80 ans ma plus âgée. Quand on a dû dire, on est rendu en zone rouge, c'est mieux que les 70 ans et plus ne fréquentent pas notre organisme, puis qu'il a fallu leur annoncer, je vous dirais qu'à ce jour, c'est une des décisions crève-cœur qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus bouleversée. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux au Québec emploient 8000 personnes de plus que le secteur minier. C'est beaucoup. Pourtant, ça reste un milieu d'emploi qui est peu connu et qui est peu reconnu. Alors qu'on parle de personnes qui sont compétentes, qualifiées, professionnelles, diplômées, il y a un taux de scolarisation plus élevé dans le milieu communautaire que dans la moyenne québécoise et pourtant, les conditions de travail sont toujours pas au rendez-vous. On peut penser à des salaires qui sont peu concurrentiels, pas nécessairement d'assurance, pas de fonds de pension, des postes contractuels, des heures supplémentaires qui ne sont pas nécessairement rémunérées ou encore des vacances ou des heures supplémentaires qui sont difficiles à reprendre parce que ça crée un sentiment chez les équipes de travail que si on quitte l'organisme ou si on ferme l'organisme, on va laisser tomber les gens qui sont dans le besoin et qui fréquentent l'organisme. C'était assez difficile. J'ai une très bonne équipe et on est 3, ça fait au-delà de 20 ans qu'on est là. Donc, on en a vu, on en a vécu beaucoup. Les filles sont restées, mais ça s'est pas fait sans ajustement et tout ça. T'sais, on ne se cachera pas que quand, au tout début, quand ils ont annoncé, on ferme les locaux. Nous, on a un service essentiel, on est dans les locaux de la ville, puis le premier 2 semaines, là, on n'avait même pas le droit de rentrer du tout à l'intérieur, en tout cas. Mais moi, j'ai des gens qui ont besoin de manger demain. Donc, de dire à mes filles, on sort dehors. Au mois de mars l'année passée, on a distribué l'aide alimentaire à l'extérieur. Les filles étaient fatiguées. Je parle des filles parce qu'ici, c'est des filles qui travaillent. Là, on avait un gars, mais il n'est plus là. Elle était très fatiguée. On a retiré beaucoup de services pour mettre l'emphase sur d'autres services. L'aide alimentaire a pris beaucoup plus de temps. C'était des 2-3 jours. Appeler les gens, donner rendez-vous une fois qu'ils sont inscrits. C'est beaucoup de temps, ça. C'est une centaine de personnes à appeler. T'sais, les dispatcher, après ça, faire une route de livraison. Fait que les intervenantes intervenaient moins. Ce qu'ils ont trouvé très, très difficile, c'est de donner comme ça, juste de donner, mais de tout perdre, ce que je disais tantôt, toute l'éducation populaire, tout le travail qui se faisait en amont. Là, il n'y avait plus rien de ça. Là, c'est juste d'urgence. C'est vraiment juste d'urgence. Il a fallu vraiment revoir nos méthodes de A à Z, vraiment de A à Z. On sert un repas communautaire. Il a fallu faire des listes et des rotations parce qu'on a le droit seulement à 25 en tout. Moi, j'ai des bénévoles. En partage, une dizaine de bénévoles. Le staff, on est peut-être 7. Fait que là, il restait 8 places. Il a fallu se couper, nous, d'aller manger avec les gens. Là où on avait une discussion. T'sais, la qualité était peut-être un petit peu moins là. On va pas se le cacher. T'sais, quand on est tous des êtres humains, on est fatigués. Là. Fait qu'à un moment donné, la patience, c'est tout ça. Moi, j'ai un AGA, là, je me vante chaque année. J'ai entre 60 et 80 personnes. On fait des belles AGA animées, on se déguise. J'ai 20 personnes à mes AGA. C'est pas démocratique, là. Les autres sont pas capables d'avoir ça. Ici, on dessert de 2, ça dépend dans quel service, mais de 2 à 400 personnes. J'ai 25 personnes à mon AGA. La démocratie, on n'en parle pas, là. Non. Dans le milieu communautaire, on sait que la majorité des personnes qui y travaillent, ce sont des femmes. Dans une société où on sait que l'égalité n'est pas encore acquise, quand on sait qu'il persiste un écart de revenus moyen entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, bien, il y a lieu de se questionner. On sait que la COVID est venue fragiliser toute la situation des femmes
Il y en a plusieurs qui se sont vus du jour au lendemain devoir travailler à la maison avec les enfants à charge. Il y en a plusieurs qui ont vu leur poste de travail coupé, alors qu'il y en a d'autres qui ont vu leur charge de travail augmenter. Je pense aux infirmières, je pense aux préposés aux bénéficiaires, je pense à toutes celles qui travaillent dans les CHSLD. Je pense que c'est facile de concevoir que ce sont les femmes qui s'occupent de tout le prendre soin de notre société, comme dans les organismes communautaires. Ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est une augmentation des demandes. Il y a une détérioration du tissu social qui crée de l'insécurité financière, de l'insécurité alimentaire, plus d'itinérance, plus de violence, plus de dépendance, plus d'isolement. Ça alourdit, il y a un alourdissement des problèmes de santé puis des problèmes sociaux qui vient demander des suivis plus spécialisés. Parallèlement, on voit plus de référencement de la part du réseau aux organismes communautaires. Donc, tout ça vient mettre beaucoup plus de pression sur les équipes de travail qui ont toujours l'impression, finalement, de travailler avec un sentiment d'urgence pour répondre au mieux de leur capacité aux besoins des personnes qui sont devant elles. Puis des fois, bien, ça va au-delà même de leurs propres limites personnelles. Chez nous, il y a eu le avant, la crise socio-sanitaire, et il y a le après. Et le après est arrivé extrêmement vite. En fait, le 13 mars 2020, il y a eu l'annonce du premier ministre et tout de suite après, on a vu une hausse notable de la demande. Ça a augmenté de plus de 30 % dans les premiers mois et on s'est rendu jusqu'à 50, 52, 53 % là, entre la première et la deuxième vague. Et cette demande-là, ce niveau-là de détresse perdure encore. Donc, on parle de volume de demande, donc plusieurs proches aidants qui faisaient appel à nous, mais on parle aussi d'intensité de la détresse ou de la complexité des situations. Parce qu'il faut saisir qu'à partir du moment où l'ensemble du réseau de la santé a été délesté, où on a isolé les gens chez eux, bien, c'est des personnes qui étaient en attente d'un diagnostic qui se sont retrouvées sans ressources. C'est toutes les ressources de répit pour les proches aidants qui ont été fermées. Et à l'heure où on se parle, plusieurs d'entre elles sont encore fermées. Ça veut dire que si je suis proche aidant, je suis maintenant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec la personne que j'accompagne. Ça se pourrait que mon niveau de détresse augmente, autant en termes de ma santé physique, psychologique, financière. Et évidemment, on sait que l'accès aux milieux d'hébergement a été complètement coupé. Donc, les personnes proches aidantes n'avaient plus accès au milieu d'hébergement. Alors, vous comprenez qu'il y a des gens qui ont vu mourir leurs proches sur des caméras, qui n'avaient plus accès, qui tentaient de voir leurs proches par les fenêtres. Alors, à l'entraidant, c'est ça qu'on a accompagné, ce niveau de détresse-là, qui a eu comme un relent d'adrénaline dans notre équipe. C'était clair qu'il y avait beaucoup de déploiement d'énergie, mais évidemment que c'est pas sans avoir de conséquences. On se rendait compte que de côtoyer cette détresse-là, on accompagne souvent l'usure de compassion chez les proches aidants et on s'est rendu compte à quel point notre équipe se retrouvait en situation de vulnérabilité, d'usure de compassion, où est-ce que notre élastique était étiré à son possible. Évidemment qu'on a tenté avec bienveillance de prendre soin de notre équipe. Chez nous, ça a été très précieux de considérer chacune des personnes de l'organisme comme son principal outil d'abord, son principal outil de bien-être. Et si on n'est pas capable de le transférer ça pour nous-mêmes, ça devient très difficile de pouvoir prendre soin d'une population qui elle-même est en détresse. On a navigué chez nous entre le télétravail, le travail au bureau. Comme on était reconnu comme un service essentiel, on s'est retrouvé aussi à être en contact direct tous les jours avec des personnes proches aidantes, et ce, sans être décollés nous-mêmes de la crise. Donc, c'est accompagner des gens en détresse alors que nous-mêmes, on se retrouve dans une situation où on perd pied, où on est en déséquilibre. Donc, ça nous demandait beaucoup d'agilité, mais on a tenté de garder des moments chaque jour pour prendre des nouvelles de nous.
Alors, on a multiplié les contacts informels. C'est ce qu'on fait d'habitude dans les corridors, là, quand on va à la salle de bain. « Coucou, comment tu vas? » Alors, on se faisait des toc-toc dans nos téléphones cellulaires et on avait le droit de dire que ça va pas bien. À l'entraidant, ça a toujours été permis de dire « ça ne va pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de voir clair ». Alors, on a installé vraiment des vigies à l'intérieur de l'équipe sur notre santé mentale. Chez nous, la crise est venue mettre en lumière la nécessité que les proches aidants soient considérés et reconnus. Ça fait 12 ans que l'entraidant se bat avec les personnes proches aidantes pour les faire reconnaître. On a choisi de s'y engager, on a rechoisi de s'y engager, mais toujours en se positionnant dans une posture où qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour améliorer les conditions de vie, mais sans en payer le prix. Les travailleuses et les travailleurs du communautaire se sentent dépassés par la quantité de travail, par l'intensité puis la lourdeur du travail qu'il y a à accomplir. Puis malheureusement, il y a des études qui l'ont démontré au fil des années que la détresse psychologique qui existe dans le milieu communautaire est plus élevée que dans d'autres milieux de travail. Le fait que les conditions de travail aussi soient pas optimales, ce que ça crée, c'est que ça crée un roulement de personnel plus important. Puis ce roulement de personnel-là, bien, il entraîne une perte d'expertise, il entraîne une fragilisation de la santé organisationnelle parce que ça fait en sorte qu'on doit toujours former et encadrer les nouvelles ressources qui arrivent dans l'organisme. Les organismes, la plupart, sont surchargés avec des petites équipes. Vous savez, des mamans, des papas qui doivent garder les enfants à la maison, qui doivent être en télétravail. C'est pas facile, ça, pour les équipes. Nous, ce qu'on a vu dès le début, c'est un déclin au niveau de leur santé mentale, au niveau des besoins. Fait qu'ils ont été vraiment durement touchés et c'est très difficile de les recevoir dans tous leurs états. C'était difficile pour mes intervenantes, toute cette détresse-là à entendre au quotidien. L'hypervigilance aussi qu'on doit avoir en tout temps avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Tout ça, ça fatigue notre équipe. Notre équipe est fragile, elle aussi. Puis nous aussi, on ne voit pas nos proches. Nous aussi, on ne voit pas ceux qu'on aime comme on voudrait. Fait que nous aussi, on est affectés. Bien, c'est sûr que la charge de travail est plus élevée en partant. C'est sûr que ça a enlevé tout le côté spontané. Vous savez, avant de recevoir quelqu'un, il faut prendre un rendez-vous. On ne veut pas avoir trop de personnes en même temps dans les locaux. On est quand même, oui, on est public, on a 25 personnes maximum, mais il y a quand même l'obligation de faire du télétravail. Fait que ça a été vraiment beaucoup d'adaptation. Et à la longue, ben oui, ça use une équipe. Il a fallu qu'on se parle beaucoup, qu'on ait des réunions à exprimer ce qu'on vivait. On a été chanceux, on a eu un bon conseil d'administration qui nous a soutenus. Est-ce que nos conditions de travail sont optimales? Non. On est en train de les travailler pour améliorer ça, pour avoir une meilleure reconnaissance de notre personnel qui en a donné, qui en a donné plus que pour son argent, comme on dit. Je crois que là, il y a un essoufflement parce que la pandémie est longue. Le travail qu'on fait, c'est pas du travail de grand éclat, mais ça a un réel impact dans la vie des familles qu'on dessert et des gens qui ont une déficience intellectuelle. On est là pour eux, on s'adapte à eux, à leurs besoins, et puis c'est pas assez reconnu. On a besoin de plus que des paroles. Lors d'une conférence de presse, ça prend des actions qui suivent et des argents qui suivent pour nous permettre, pour nous donner les moyens d'être encore plus là. Et puis aussi de reconnaître tout le travail de nos employés.
C'est bien de le dire en conférence de presse, ça paraît bien, mais ça prend autre chose. Il faut aller plus loin. Il y en a de l'argent quand on décide d'investir dans le secteur industriel ou dans les infrastructures, mais pour financer adéquatement les organismes communautaires, pour répondre aux besoins des organismes communautaires, pour qu'ils répondent aux besoins de la population, ça, on manque d'argent. Puis c'est un choix qu'on a fait de ne pas valoriser l'humain.